Mansfield Park, partie 13. Chapitre 16 de la partie 3. Cela avait été une réunion misérable, chacun des trois se croyant lui-même le plus malheureux. Madame Norris, cependant, étant la plus attachée à Marie, souffrait réellement le plus. Marie était sa première favorite, la plus chère de toutes. Le mariage avait été sa propre contrition. Elle avait dans le cœur beaucoup d'orgueil, et elle l'avouait. Et la conclusion à laquelle il était arrivé lui ôtait presque toute douleur. Elle avait beaucoup changé. Elle était calmée, indifférente à tout ce qui se passait. Le fait de rester avec sa sœur et son neveu, et d'avoir en main toute la maison, avait été un avantage complètement inutile. Elle avait été incapable de diriger ou de commander, ou même de se croire utile. Vraiment touchée par l'affliction, son activité s'était éteinte, et ni Lady Bertram ni Tom n'avaient reçu d'elle le moindre soutien ou essai de soutien. Elle n'avait pas plus fait pour eux qu'ils n'avaient fait l'un pour l'autre. Ils avaient été tous solitaires, sans aide et semblablement tristes. Et maintenant, l'arrivée des autres établissait seulement sa supériorité dans l'affliction. Ses compagnons étaient soulagés, mais il n'y avait rien de bon pour elle. Edmond fut presque aussi bien reçu par son frère que Fanny par sa tante, mais Madame Norris, au lieu d'être réconfortée par l'un ou l'autre, fut encore plus irritée par la vue de la personne que, dans l'aveuglement de sa colère, elle aurait désignée comme le démon du drame. Si Fanny avait accepté M. Crawford, ceci ne serait pas arrivé. Suzanne aussi était un ennemi. Elle n'y prêta attention que par quelques regards montrant de la répulsion, mais elle lui semblait être une espionne, une intruse et une nièce indigente, et toutes choses des plus odieuses. Par son autre tante, Suzanne fut reçue avec une calme bonté. Lady Bertram ne pouvait pas lui consacrer beaucoup de temps ou beaucoup de paroles, mais elle sentait que, étant la sœur de Fanny, elle avait un droit d'être à Mansfield, et elle était prête à l'embrasser et à l'aimer. Et Suzanne fut plus que satisfaite, car elle arrivait sachant parfaitement que rien d'autre que de la mauvaise humeur ne devait être attendu de tante Norris, et elle avait une telle provision de bonheur, elle se sentait si forte que c'en était une bénédiction, un remède contre beaucoup de maux. Il était certain qu'elle eût pu, grâce à cette force, tenir contre l'indifférence qui lui venait des autres. Elle était maintenant laissée beaucoup à elle-même, pour faire connaissance de la maison et du parc, comme elle pouvait, et faisant cela, passait ses journées très heureusement, alors que ceux qui auraient pu la guider étaient à l'intérieur ou complètement occupés de la personne qu'ils préféraient. Edmond, essayant d'oublier ses propres sentiments dans ses efforts pour soulager son frère, et Fanny, se dévouant à sa tante Bertram, retournant à chaque tâche ancienne avec plus que l'ancien zèle, et pensant qu'elle ne saurait jamais faire assez pour quelqu'un qui semblait avoir si besoin d'elle. Parler de toute l'affreuse affaire avec Fanny, parler et se lamenter, était toute la consolation de Lady Bertram. L'écouter et la supporter, et lui faire entendre la voix de la bonté et de la sympathie, était tout ce qu'elle pouvait faire pour elle. La réconforter autrement était hors de question. Le cas n'admettait aucun réconfort. Lady Bertram n'avait pas la pensée profonde, mais, guidée par Sir Thomas, elle pensait juste sur tous les points importants. Et elle voyait donc, dans toute cette énormité, ce qui était arrivé, n'essayant pas de minimiser la culpabilité ou l'infamie. Ses affections n'étaient pas aiguës, ni son esprit tenace. Après un certain temps, Fanny ne trouva pas impossible de diriger ses pensées vers d'autres sujets et de trouver quelque intérêt dans ses occupations habituelles. Mais chaque fois que Lady Bertram avait l'attention fixée sur le sujet, elle ne comprenait pas très bien. C'était pour elle une disgrâce de ne plus pouvoir arriver avec sa fille à une grande compréhension. Fanny apprit d'elle toutes les particularités qui étaient venues à jour. Sa tante n'était pas une narratrice méthodique, mais avec l'aide de quelques lettres à et de Sir Thomas, et de ce qu'elle savait déjà elle-même et pouvait raisonnablement deviner,
Elle fut bientôt à même de comprendre autant qu'elle le désirait les circonstances qui accompagnaient l'histoire. Madame Rushworth était partie pour les vacances de Pâques à Twickenham avec une famille avec laquelle elle était devenue intime, une famille vivante, d'agréables manières et probablement de moralité et de discrétion semblables, car M. Crawford avait accès à leur maison en tout temps. Fanny le savait déjà. M. Rushworth était parti, à ce moment, à Bath, passer quelques jours avec sa mère et la ramener en ville. Et Maria était avec ses amis sans aucune contrainte, même sans Julia, car Julia avait quitté la rue Wimpole 2 ou 3 semaines auparavant, en visite chez quelques relations de Sir Thomas, un départ que son père et sa mère étaient maintenant disposés à attribuer à quelque désir de plaire à M. Yates. Très tôt après le retour des Rushworth à la rue Wimpole, Sir Thomas reçut une lettre d'un vieux et grand ami de Londres, qui, entendant et voyant beaucoup de choses alarmantes de ce côté, écrivait pour recommander à Sir Thomas de venir à Londres lui-même et d'employer son influence sur sa fille pour faire cesser une intimité qui l'exposait déjà à des remarques déplaisantes et qui, évidemment, inquiétait M. Rushworth. Sir Thomas se préparait à agir d'après cette lettre, sans en communiquer la teneur à personne de Mansfield, quand elle fut suivie d'une autre, envoyée par express par le même ami, pour le mettre au courant de la situation presque désespérée dans laquelle se trouvaient les jeunes gens. Madame Rushworth avait quitté le domicile conjugal. Monsieur Rushworth était venu très fâché et en détresse chez lui pour avoir son avis. Monsieur Harding craignait qu'il n'y ait eu au moins de très flagrantes indiscrétions. La servante de Madame Rushworth, l'aînée, les menaçait de façon alarmante. Il faisait tout son possible pour calmer tout le monde, avec l'espoir du retour de Madame Rushworth, mais il était si contrarié à Wimpole Street par l'influence de la mère de M. Rushworth que l'on pouvait craindre les pires conséquences. Cette communication épouvantable ne pouvait être tenue secrète plus longtemps. Sir Thomas partit. Edmond voulut le suivre, et les autres furent laissés dans un état de tristesse, inférieur seulement à celui qui suivit la réception des lettres de Londres. Tout avait, alors, été rendu public, sans espoir. La servante de Madame Rushworth, la mère, avait le pouvoir de faire scandale, et, supportée par sa maîtresse, n'était pas à faire taire. Les deux femmes, même dans le temps très court qu'elles avaient passé ensemble, ne s'étaient pas entendues, et l'aigreur de la plus âgée envers sa belle-fille avait pu, peut-être, naître presque autant du manque de respect avec lequel on l'avait traitée que de son affection pour son fils. Quoi qu'il en soit, elle était ingouvernable, mais elle eût été moins obstinée ou aurait eu moins d'influence sur son fils, qui était toujours guidé par l'avis de son dernier interlocuteur, par la personne qui pouvait lui damer le pion. Une telle pensée avait quelque chose de désespéré, car Madame Rushworth ne réapparut pas, et on avait toute raison de croire qu'elle se cachait quelque part avec M. Crawford, qui avait quitté la maison de son oncle, comme pour un voyage, le même jour qu'elle était elle-même partie. Sir Thomas, cependant, demeura encore un peu en ville, dans l'espoir de la découvrir et de l'arracher à sa faute, quoique tout fût perdu au point de vue de l'honneur. Fanny pouvait à peine penser à son état actuel. Il n'y avait à ce moment qu'un des enfants de Sir Thomas qui ne lui était pas une source de chagrin. Les maux de Tom avaient été aggravés par le choc de la nouvelle, et sa guérison en avait été si retardée que même Lady Bertram avait été frappée par la différence et ses craintes régulièrement envoyées à son mari. Et la fuite de Julia, le nouveau coup qui le frappa à son arrivée à Londres, quoique sa force ait été atténuée à ce moment, devait, elle le savait, être durement senti. Elle vit qu'il en était ainsi. Ses lettres exprimaient combien il le déplorait. En toutes circonstances, cela aurait été une alliance malvenue, mais qu'elle se fût accomplie si clandestinement, et à un tel moment, mettait les sentiments de Julia dans une lumière des moins favorables, et aggravait sérieusement la folie de son choix. Il l'appelait une mauvaise chose, faite de la pire façon et au pire moment, et quoique Julia fût encore plus excusable que Marie, car la folie n'est pas le vice, il ne pouvait considérer la mesure qu'elle avait prise
que comme l'occasion pour elle d'arriver à des résultats qui seraient, par après, semblables à ceux de sa sœur. Telle était son opinion des gens auxquels elle s'était jointe. Fanny le plaignait très fort. Il ne pouvait avoir de consolation que d'Edmond. Tous ses autres enfants devaient lui déchirer le cœur. Son mécontentement envers elle, elle en était sûre, raisonnant autrement que madame Norris, allait disparaître. Elle serait justifiée. M. Crawford aurait pleinement approuvé sa conduite en le refusant, mais ceci, quoique important pour elle-même, serait une mince consolation pour sir Thomas. Le déplaisir de son oncle lui était terrible, mais que pouvait faire pour lui son attachement et sa gratitude? Il ne pouvait s'appuyer que sur Edmond. Elle se trompait, néanmoins, en supposant qu'Edmond ne donnait aucun chagrin à son père à ce moment. Il était d'une nature moins vive que les autres, mais sir Thomas considérait que son bonheur était aussi menacé par l'offense de sa sœur et de son ami, puisqu'il devait être ainsi séparé de la femme qu'il poursuivait avec un attachement certain et beaucoup de chances de succès, et qu'à tous les points de vue, sans son méprisable frère, elle aurait été un parti convenable. Il savait ce qu'Edmond devait souffrir de sa part en plus du reste, quand ils avaient été en ville. Il avait vu ou deviné ses sentiments, et ayant raison de croire qu'une rencontre avec mademoiselle Crawford avait eu lieu, qui n'avait fait qu'accroître le chagrin d'Edmond, il avait été anxieux à cause de cela et d'autres choses de l'envoyer hors ville, et l'avait engagé à conduire Fanny chez sa tante, en vue de son soulagement et de son bien, autant que du leur. Fanny n'était pas dans le secret des sentiments de son oncle. Sir Thomas n'était pas dans celui du caractère de mademoiselle Crawford. S'il avait eu connaissance de leur conversation, il n'aurait pas désiré qu'elle lui appartînt, quoique ses 20 000 livres en eussent été 40. Qu'Edmond dût être pour toujours séparé de mademoiselle Crawford ne faisait aucun doute pour Fanny, et cependant, jusqu'à ce qu'elle sût qu'il sentait de même, sa propre conviction était insuffisante. Elle pensait qu'il était du même avis, mais elle aurait voulu en être certaine. S'il voulait maintenant lui parler, avec le manque de réserve qui lui avait été parfois si pénible de supporter auparavant, cela serait bien consolant. Mais elle constata que cela ne devait pas être. Elle le voyait rarement, jamais seul. Il évitait probablement de se trouver seul avec elle. Que devait-elle en conclure? Que son jugement se soumettait à tout ce qu'il y avait d'étrange et d'amer dans cette affliction familiale, mais qu'il la ressentait trop vivement pour pouvoir en parler, même un peu. Ceci devait être son état d'esprit. Il s'y soumettait, mais avec une douleur qui l'empêchait d'en parler. Il y avait longtemps que le nom de mademoiselle Crawford n'était plus passé par ses lèvres, et qu'elle ne pouvait espérer de nouvelles confidences. Ce fut longtemps. Ils atteignirent Mansfield un jeudi, et ce ne fut pas avant le dimanche soir qu'Edmond commença à lui parler de ce sujet. Assis près d'elle ce dimanche soir, un dimanche soir pluvieux, le meilleur moment de tous auquel, quand un ami est près de vous, le cœur doit s'ouvrir et toute chose doit être dite. Personne d'autre n'était dans la chambre, sauf sa mère, qui, après avoir entendu un sermon pathétique, s'était endormie en pleurant. Il était impossible de se taire. Et ainsi, après les préambules habituels, il est difficile de saisir ce qui vint d'abord, et l'habituelle déclaration que si elle voulait l'écouter quelques minutes, il serait très bref et ne jugerait plus sa bonté comme avant, elle ne devait pas le craindre, ce serait un sujet entièrement prohibé. Il se permit le luxe de raconter les circonstances et les sensations qui l'intéressaient le plus, à quelqu'un dont il était convaincu d'avoir l'affectueuse sympathie. Comment Fanny l'écouta, avec quelle curiosité et intérêt, quelle peine et quel délice, comment elle nota l'agitation de sa voix et comment ses yeux étaient soigneusement fixés sur lui, peut-être imaginé. Le prologue fut alarmant. Il avait vu mademoiselle Crawford. Il avait été invité à la voir. Il avait reçu une note de Lady Stornoway, lui demandant de passer, et considérant cela comme la toute dernière rencontre de l'amitié, et mettant de côté tous les sentiments de honte et de misère que la sœur de Crawford devait ressentir, il avait été la voir dans un tel état d'esprit, si adouci, si dévoué, que Fanny crut un moment qu'il fût impossible que ce soit la dernière fois qu'il la verrait. Mais, comme il continuait son récit,
ses craintes disparurent. Elle l'avait rencontré, dit-il, avec un air sérieux, certainement sérieux, même agité. Mais avant qu'il ait pu prononcer une phrase intelligible, elle avait abordé le sujet d'une façon qui, il l'admettait, l'avait choqué. « J'ai su que vous étiez en ville, dit-elle. Je voulais vous voir. Parlons de cette triste affaire. La folie de nos deux parents peut-elle être égalée ?» Je ne savais que répondre, mais je crois que mes regards parlaient pour moi. Elle se sentit réprouvée. Comme elle est sensible, parfois. Avec un regard et une voix plus grave, elle ajouta alors « Je n'ai pas l'intention de défendre Henry aux dépens de votre sœur. » Elle débuta ainsi. Mais ce qu'elle dit ensuite, Fanny, n'est pas convenable. Est à peine convenable à répéter. Je ne puis me souvenir de toutes ces paroles. Je ne voudrais pas m'y arrêter si je le pouvais. Leur contenu exprimait une grande colère de la folie de chacun d'eux. Elle réprouvait la folie de son frère, attiré par une femme qu'il n'avait jamais aimée, et faisant ce qui lui ferait perdre la femme qu'il adorait. Mais encore plus la folie de la pauvre Maria, qui sacrifiait une telle situation, allait dans de telles difficultés, dans l'idée qu'elle était vraiment aimée par un homme qui avait manifesté son indifférence depuis longtemps. Pensez ce que j'ai ressenti. Entendre la femme, que je ne voudrais pas qualifier de folle, l'entendre si volontairement, si librement, si froidement, aucune répugnance, aucune horreur, aucune féminité, comment dire, aucune modestie. Voilà ce que fait le monde. Car oui, Fanny, trouverons-nous une femme que la nature ait plus richement douée, gâtée, gâtée? Après un peu de réflexion, il continua avec une sorte de calme désespéré. Je vais tout vous dire, et puis en finir pour toujours. Elle n'y voyait que scandale et folie, le manque de discrétion, de précaution. Son départ pour Richmond alors qu'elle restait tout le temps à Twickenham, se mettre à la discrétion d'une servante. Bref, quelle compromission! Oh Fanny, c'est cette compromission et non l'offense qu'elle réprouvait. C'était l'imprudence qui avait mené les choses à une telle extrémité et obligé son frère à renoncer à des projets plus chers pour fuir avec elle. Il s'arrêta. « Et que pouviez-vous dire ?» dit Fanny, se croyant tenue de parler. « Rien, rien qui puisse être compris. J'étais comme un homme étourdi. Elle continua, se mit à parler de vous. Oui, alors elle se mit à parler de vous, regrettant, comme elle pouvait le faire, une telle perte. Alors elle parla raisonnablement. Mais elle vous a rendu justice. « Il a rejeté, dit-elle, une femme comme il n'en verra plus. Elle l'aurait fixé, elle l'aurait rendu heureux pour toujours. » Ma très chère Fanny, je vous donne, je l'espère, plus de plaisir que de peine par ce rappel de ce qui aurait pu être, mais qui ne sera jamais plus maintenant. Vous ne désirez pas que je me taise? Si vous le désirez, donnez-moi un regard, dites un mot, et j'aurai fini. Ni regard ni mot ne furent donnés. « Je remercie Dieu, dit-il. Nous étions tous disposés à être étonnés, mais l'on peut voir ici le dessein miséricordieux de la Providence. Elle parla de vous avec haute appréciation et chaude affection. Cependant, même ici, il y a un peu de mal. Car au milieu de son discours, elle parvint à s'exclamer. « Pourquoi ne le voulait-elle pas? Tout est de sa faute. Fille naïve. Je ne lui pardonnerai jamais. L'eût-elle accepté, ainsi qu'elle le devait, ils auraient été maintenant sur le point de se marier, et Henry aurait été trop heureux et trop occupé pour désirer autre chose. Il n'aurait pas pris la peine de se raccommoder avec madame Rushworth à nouveau. Tout se serait terminé par un flirt régulier et des rencontres à Asterton et Everingham. » L'auriez-vous cru possible? Mais le charme est rompu. Mes yeux sont ouverts. « Cruel, dit Fanny. Tout à fait cruel. À un tel moment, donner cours à de la gaieté et parler légèrement, et à vous, cruauté absolue.
Cruelle, dites-vous? Nous ne sommes pas d'accord. Non, sa nature n'est pas cruelle. Je ne pense pas qu'elle voulait me blesser. Le mal est plus profond. Dans son ignorance totale, ne soupçonnant pas qu'il existât de tels sentiments, dans une perversion de l'esprit qui faisait qu'il était naturel qu'elle traitât ce sujet comme elle l'a fait. Elle parlait seulement comme elle a entendu parler les autres, comme elle imaginait que tout le monde parlait. Ses défauts ne sont pas des défauts de tempérament. Elle ne causerait pas de peine sans nécessité, et quoique je puisse me tromper, je ne puis m'empêcher de penser que pour moi elle ferait beaucoup. Ses défauts sont de principe, Fanny, une délicatesse émoussée et un esprit corrompu, vicié. Peut-être est-ce mieux pour moi, puisque cela me laisse si peu de regrets. Non, ce n'est pas ainsi, cependant. Je me serais soumis volontiers au grand chagrin de la perdre, plutôt que de devoir penser d'elle comme je le fais. Je le lui ai dit. Vraiment? Oui, je le lui ai dit en la quittant. Combien de temps avez-vous été ensemble? 25 minutes. Eh bien, continua-t-elle, il ne reste plus maintenant qu'à organiser un mariage entre eux. Elle en parlait, Fanny, avec une voix plus assurée que je ne le puis. Il fut obligé de s'arrêter plus d'une fois, comme il continuait. Nous devons persuader Henry de l'épouser, dit-elle. Et s'il pense à l'honneur, et que j'ai la certitude de le tenir écarté de Fanny, je n'en désespère pas. Il doit renoncer à Fanny. Je ne pense pas que même lui puisse maintenant espérer de réussir avec une femme de sa trempe, et par conséquent, j'espère que nous ne rencontrerons pas de difficultés insurmontables. Mon influence, qui est grande, se portera toute dans ce sens. Et, une fois mariée et bien considérée par sa famille, qui est respectable, votre sœur pourra retrouver, à un certain degré, une place dans la société. Je sais qu'elle ne sera pas admise dans certains cercles, mais avec de bons dîners et de grandes réunions, il y aura toujours ceux qui seront heureux de faire sa connaissance. Et il y a, indubitablement, plus de liberté et de candeur à ce sujet qu'auparavant. Ce que je conseille, c'est que votre père se tienne tranquille. Ne lui permettez pas de gâter sa propre cause en s'en occupant. Persuadez-le de laisser les choses suivre leur cours. Si, par des efforts officieux de sa part, elle est décidée à laisser Henry à lui-même, il y aura beaucoup moins de chances qu'il ne l'épouse que si elle demeure auprès de lui. Je sais combien il est vraisemblable qu'il se laisse influencer. Laissez Sir Thomas se fier à son honneur et à sa compassion, et tout peut se terminer bien. Mais s'il écarte sa fille, ce sera détruire l'influence principale. Ayant répété ceci, Edmond était si touché que Fanny, qui l'observait avec une attention silencieuse, mais des plus tendres, fut presque triste que le sujet ait été de nouveau entamé. Il fut longtemps avant de pouvoir parler encore. Enfin, maintenant, Fanny, j'aurai bientôt terminé. Je vous ai fait part de l'essentiel de tout ce qu'elle m'a dit. Aussitôt que je pus parler, je répondis que je n'avais pas supposé possible qu'entrant dans cette maison dans un tel état d'esprit, comme je l'avais fait, quelque chose pouvait m'arriver qui me fît souffrir davantage, mais qu'elle m'avait infligé des blessures plus profondes à chacune de ses phrases, que quoique, pendant le cours de nos relations, j'ai été sensible, souvent, à quelques différences entre nos opinions sur des points parfois importants, je n'avais jamais imaginé que cette différence pût être telle qu'elle le prouvait maintenant, que la manière dont elle avait traité le crime affreux commis par son frère et ma sœur, qui avait été le plus grand séducteur, je ne prétendais pas le dire, mais la manière dont elle parlait du crime même, lui donnant tous les reproches, sauf le véritable, ne considérant les mauvaises conséquences de son acte que pour les braver ou les supporter par un défi à la décence et une impudence dans le mal, et enfin, par-dessus tout, nous recommandant une complicité, une compromission, un acquiescement dans la continuation du péché, dans la chance d'un mariage qui, pensant comme je le fais à présent pour son frère, devrait être plutôt empêché qu'encouragé, tout ceci rassemblé atrocement me convainquit que je ne l'avais jamais comprise auparavant, et que, en ce qui était de sa pensée, elle avait été une créature de ma propre imagination, et pas la demoiselle Crawford à laquelle j'avais tant pensé pendant les mois derniers. Cela, peut-être, était meilleur pour moi. J'avais moins à regretter en sacrifiant une amitié
des sentiments, des espoirs qui devaient, de toute façon, m'être arrachés maintenant. Et cependant, cela je dois le dire, et je le confesserai. Aurais-je pu la rendre telle qu'elle me paraissait être avant, j'aurais préféré infiniment que mon chagrin fût plus lourd de cette séparation, pour pouvoir emporter avec moi le droit de la chérir et de l'estimer. Ceci est ce que je dis, le principal. Mais comme vous pouvez l'imaginer, n'a pas été énoncé aussi méthodiquement que je voulais répéter. Elle était très étonnée, excessivement étonnée, plus qu'étonnée. Je la vis changer de contenance. Elle devint extrêmement rouge. J'imaginais que je voyais un mélange de plusieurs sentiments, un grand, un court conflit, un demi-désir de se rendre à la vérité, une demi-compréhension de la honte, mais l'habitude eut le dessus. Elle aurait ri si elle avait pu. Elle eut une sorte de rire, comme elle répondait. « Une admonestation joliment bonne, ma parole. Est-ce une partie de votre dernier sermon ? De ce pas, vous aurez bientôt réformé tout le monde à Mansfield et à Thornton Lacey, et quand je vous entendrai la prochaine fois, cela pourrait être en tant que prédicateur célèbre dans quelque société de méthodistes, ou en tant que missionnaire dans les pays étrangers. » Elle essayait de parler d'une voix détachée, mais elle n'était pas aussi détachée qu'elle n'aurait voulu. Je lui répondis seulement que, du fond du cœur, je souhaitais son bien, et que j'espérais sincèrement qu'elle apprendrait bientôt à penser plus justement, et qu'elle ne devrait pas la connaissance la plus précieuse que chacun de nous peut acquérir. La connaissance de nous-mêmes et de notre devoir, aux leçons de l'affliction, et immédiatement je quittai la pièce. J'avais fait quelques pas, Fanny, quand j'entendis la porte s'ouvrir derrière moi. « Monsieur Bertram !» dit-elle. Je me retournai. « Monsieur Bertram !» dit-elle avec un sourire. Mais c'était un sourire peu en rapport avec la conversation que nous avions eue, un sourire impudent et enjoué, semblant m'inviter à mener le jeu avec elle. Au moins c'est ainsi qu'il me parut être. Je résistais. C'était le moment de résister, et je continuais d'avancer. J'ai depuis, parfois pour un moment, regretté que je ne sois pas retourné en arrière. Mais je sais que j'avais raison, et telle a été la fin de nos relations. Et quelle relation! Comment j'ai été déçu aussi bien par le frère que par la sœur. Je vous remercie de votre patience, Fanny. Ceci a été un grand soulagement, et maintenant c'est fini. » Et telle était la confiance de Fanny dans ces paroles, que pour 5 minutes, elle crut que c'était tout. Alors, cependant, il recommença, ou presque, et rien moins que le réveil complet de Lady Bertram put mettre une fin à une telle conversation. Ils continuèrent de parler de mademoiselle Crawford seule, et comment elle se l'était attachée, et combien délicieuse la nature l'avait rendue, et combien excellente elle aurait été si elle était tombée plus tôt en de bonnes mains. Fanny, maintenant qu'elle pouvait parler ouvertement, se sentit plus que justifiée en montrant son vrai caractère, et insinua que l'état de santé de son frère pourrait lui faire souhaiter une pleine réconciliation. Ceci n'était pas une chose agréable à dire. Son esprit résista un certain temps. Il aurait été beaucoup plus plaisant de se la figurer plus désintéressée dans son attachement, mais la vanité d'Edmond n'était pas assez forte pour résister longtemps à la raison. Il admit que la maladie de Tom l'avait influencé, se réservant cette pensée consolante, que, considérant toutes ces multiples contradictions, ses habitudes différentes, elle lui avait été certainement plus attachée qu'on aurait pu s'y attendre, et pour son amour avait été plus près de bien faire. Fanny pensait exactement de même, et ils furent aussi tout à fait du même avis sur l'effet durable, l'impression indélébile qu'un tel désappointement devait faire dans son esprit. Le temps, sans doute, diminuerait légèrement ses souffrances, mais c'était une sorte de chose qu'il ne saurait pas entièrement surmonter. Et quant à ce qu'il pût jamais rencontrer une femme qui lui plaise, cela était trop impossible pour être dit. L'amitié de Fanny était tout ce à quoi il pouvait se rattacher. Chapitre 17. Laissons d'autres plumes insister sur la culpabilité et la misère. Je quitte d'aussi odieux sujets aussitôt que je le puis,
impatiente de rendre à tous, pas toujours en faute eux-mêmes, une vie tolérable et d'en finir avec tout le reste. Ma Fanny, véritablement, à ce moment précis, j'ai la satisfaction de le savoir, devait être heureuse malgré tout. Elle devait être une créature heureuse en dépit de tout ce qu'elle ressentait ou pensait qu'elle ressentait, pour la détresse de ceux qui l'entouraient. Elle possédait des sources de joie qui devaient jaillir. Elle était rentrée à Mansfield Park, elle était utile, elle était aimée. Elle était à l'abri de M. Crawford, et quand Sir Thomas revint, elle eut toutes les preuves qu'il pouvait donner dans son état d'esprit mélancolique de sa parfaite approbation et de sa grande considération. Et heureuse, comme tout ceci devait la rendre, elle l'aurait été tout autant sans cela, car Edmond n'était plus la dupe de mademoiselle Crawford. Il est vrai qu'Edmond était loin d'être heureux lui-même. Il souffrait de désappointements et de regrets, se chagrinant de ce qui était et désirant ce qui ne pouvait être. Elle savait qu'il en était ainsi et en était triste, mais c'était d'une tristesse tellement basée sur la satisfaction et tellement en harmonie avec toutes ses plus chères sensations qu'il y en a peu qui n'échangeraient pas leur plus grande gaieté pour elle. Sir Thomas, le pauvre Sir Thomas, père conscient de ses erreurs de conduite en tant que père, souffrit le plus. Il se rendait compte qu'il n'eût pas dû permettre le mariage, que les sentiments de sa fille lui avaient été suffisamment connus pour le rendre coupable en l'autorisant, que ce faisant, il avait sacrifié le droit à l'expédient et avait été gouverné par des motifs égoïstes et la sagesse mondaine. Ses réflexions demandaient quelque temps pour s'adoucir. Mais le temps fait presque tout, et quoique peu de réconfort vînt de la part de madame Rushworth pour la misère qu'elle avait occasionnée, un réconfort plus grand qu'il ne le supposait lui vint de ses autres enfants. Le mariage de Julia devint une affaire moins désespérée qu'il ne l'avait cru d'abord. Elle s'humiliait et désirait être oubliée, et M. Yates, désirant être vraiment reçu dans la famille, était disposé à lui demander son avis et à être guidé. Il n'était pas très pondéré, mais il y avait de l'espoir qu'il devînt moins léger, qu'il fût au moins tolérablement familial et tranquille, et, en tout cas, il était réconfortant de constater que ses propriétés étaient plutôt considérables, et ses dettes beaucoup moindres qu'il n'avait craint, et il était consulté et traité comme un ami qui en vaut la peine. Tom aussi était réconfortant. Il regagnait graduellement la santé, sans retrouver son insouciance et l'égoïsme de ses anciennes habitudes. Sa maladie l'avait amélioré pour toujours. Il avait souffert et avait appris à penser, deux avantages qu'il n'avait jamais connus, et le remords provenant du déplorable événement de la rue Wimpole, auquel il se sentait lié par toute la dangereuse intimité de son injustifiable théâtre, avait fait une telle impression sur son esprit qui devait lui faire un effet durable. Il devint ce qu'il devait être, utile à son père, constant et calme, et ne vivant pas uniquement pour soi. Ceci était un véritable réconfort, et Sir Thomas put placer sa confiance en lui. Edmond contribuait à l'aise de son père en améliorant le seul point par lequel il lui avait fait de la peine auparavant, en améliorant son humeur. Après s'être promené et s'être assis sous les arbres avec Fanny tous les soirs d'été, il avait si bien réduit son esprit à la soumission qu'il était à nouveau assez gai. Telles étaient les circonstances et les espoirs qui, graduellement, apportaient leur soulagement à Sir Thomas, amortissant sa perception de ce qui était perdu et le réconciliant en partie avec lui-même, quoique l'angoisse provenant de la conviction de ses propres erreurs dans l'éducation de ses filles ne s'éteignit jamais complètement. Il se rendit compte trop tardivement combien peu favorable pour le caractère de n'importe quels jeunes gens devait être le traitement totalement opposé que Maria et Julia avaient subi chez lui, où l'indulgence excessive et la flatterie de leur tante avaient contrasté continuellement avec sa propre sévérité. Il s'aperçut combien il s'était trompé en pensant corriger ce qui était défectueux en madame Norris. En faisant l'opposé, il s'aperçut clairement qu'il n'avait fait qu'augmenter le mal, leur apprenant à se réfréner en sa présence, ce qui lui dissimula leur véritable disposition et les porta à s'adresser pour tous leurs caprices à une personne qui ne leur était attachée que par l'aveuglement de son affection et ses louanges excessives. Ceci avait été une grave maladresse.
Mais, aussi grave que cela fût, il sentit peu à peu que là n'avait pas été la faute la plus grave de son plan d'éducation. Quelque chose devait avoir manqué à l'intérieur, sinon le temps en aurait effacé la plupart des mauvais effets. Il craignait que le principe actif eût fait défaut, qu'elles n'avaient jamais bien appris à contrôler leurs tendances et leurs humeurs, par ce sens du devoir qui seul peut suffire. Elles avaient été instruites théoriquement de leur religion, mais on ne leur avait jamais demandé de la mettre en pratique. Être distinguées par leur élégance et leur talent, chose permise à leur jeunesse, n'avait pu avoir aucune influence utile dans ce sens-là, aucun effet moral sur leur esprit. Il avait eu l'intention qu'elles soient bonnes, mais ses soins avaient été dirigés vers l'intelligence et les bonnes manières, et non vers le caractère. Et de la nécessité, du renoncement et de l'humilité, il craignait qu'elles n'en avaient jamais entendu parler par une bouche qu'elles auraient pu entendre. Il regrettait amèrement une déficience qu'il pouvait à peine, maintenant, croire possible. Il sentait misérablement qu'avec tout le prix et les soins d'une éducation soignée et coûteuse, il avait élevé ses filles sans qu'elles comprennent leurs premiers devoirs, et sans avoir la connaissance de leur caractère et de leurs humeurs. L'esprit audacieux et les passions violentes de madame Rushworth, spécialement, ne lui furent connus que par leurs tristes résultats. On ne pouvait la persuader de quitter M. Crawford. Elle espérait l'épouser, et ils continuèrent à vivre ensemble jusqu'à ce qu'elle fût obligée de reconnaître qu'un tel espoir était vain, et jusqu'à ce que le désappointement et la tristesse, résultant de cette conviction, rendit son humeur déplorable et son sentiment pour lui réellement semblable à de la haine, ce qui les rendit quelque temps comme une punition l'un pour l'autre, et aboutit à une séparation volontaire. Elle avait vécu avec lui pour recevoir le reproche d'avoir ruiné son bonheur avec Fanny, et n'emporta pas de meilleure consolation en le quittant que celle de les avoir séparés. Y a-t-il un état d'esprit plus malheureux dans une telle situation? M. Rushworth n'eut pas de difficulté à obtenir le divorce, et ainsi se termina un mariage contracté dans des circonstances telles qu'une meilleure fin aurait été le fruit de la chance, sur laquelle on ne doit jamais compter. Elle l'avait méprisé et avait aimé un autre, et il s'en était fort bien rendu compte. Les indignités de la stupidité et les désappointements d'une passion égoïste excitent peu de pitié. Son châtiment fut approprié à sa conduite, ainsi qu'un châtiment plus lourd punit la culpabilité plus grande de sa femme. Il fut libéré de son engagement, mortifié et triste, jusqu'à ce qu'une autre jolie fille pût l'attirer à nouveau au mariage, et qu'il pût faire un second et, c'est à espérer, un plus heureux essai de cet état, étant dupé au moins avec bonne humeur et bonne chance, tandis qu'elle devait se retirer avec des sentiments infiniment plus forts dans la solitude et le remords, qui ne permettaient pas un second espoir ou une meilleure réputation. Où on pourrait bien la placer devint un sujet des plus mélancoliques et des plus brûlants. Madame Norris, dont l'affection semblait croître en raison des fautes de sa nièce, voulait la recevoir à la maison et la voir protégée par eux tous. Sir Thomas ne voulait pas en entendre parler, et la colère de madame Norris envers Fanny en fut augmentée, car elle croyait que le motif était sa présence. Elle persista à croire que ses scrupules lui étaient dus, quoique Sir Thomas lui assurât très solennellement que, n'y eût-il aucune jeune femme en question, n'y eût-il aucune jeune personne de l'un ou l'autre sexe qui puisse être mise en danger par la société ou blessée par le caractère de madame Rushworth, il ne voudrait pas faire l'insulte à ses voisins d'espérer qu'ils y fassent attention. Comme sa fille, il espérait qu'elle était une fille repentante, elle serait protégée par lui et aurait tout confort et serait encouragée de toute façon à bien faire ce que leur situation respective admettait. Mais il n'irait pas plus loin. Maria avait détruit sa propre réputation, et il ne voulait pas, dans le vain effort de rétablir ce qui ne pouvait jamais l'être, donner sa sanction au vice en essayant d'en diminuer la disgrâce, être complice d'une telle misère qu'il avait éprouvée lui-même dans la famille d'un autre. Tout se termina par la résolution de madame Norris de quitter Mansfield et de se dévouer à son infortunée Maria, et un établissement leur étant possible dans un autre pays, écarté et secret, ou confinés ensemble avec un peu de société,
d'un côté aucune affection et, de l'autre, aucun jugement, on pouvait raisonnablement supposer que leur humeur devint leur châtiment mutuel. Le départ de madame Norris de Mansfield fut le plus grand réconfort de la vie de sir Thomas. Son opinion d'elle avait été de pis en pis depuis leur retour d'Antigua. Dans chacun de leurs contacts depuis cette période, dans leurs rapports journaliers, en affaires ou en conversation, elle avait baissé régulièrement dans son estime, et l'avait convaincu que, ou bien le temps lui avait rendu mauvais service, ou qu'il avait considérablement surestimé son intelligence et supporté merveilleusement ses manières auparavant. Il avait ressenti une peine continuelle, et il ne semblait pas que cette peine cessât avant sa vie. Elle semblait une part de lui-même à supporter toujours. D'en être débarrassée, par conséquent, était un tel bonheur que n'eût-elle pas laissé derrière elle d'amers souvenirs, il y aurait eu risque qu'il ne fût porté à presque approuver le mal qui avait produit un tel bienfait. Elle ne fut regrettée par personne à Mansfield. Elle n'avait jamais su s'attacher même ceux qu'elle aimait le mieux, et depuis la fuite de madame Rushworth, son humeur avait été dans un tel état d'irritation jusqu'à la rendre partout un objet de tourment. Fanny elle-même n'eut pas de larmes pour madame Norris, pas même quand elle fut partie pour toujours. Que Julia ait moins souffert que Maria était dû, dans une certaine mesure, à une différence favorable de disposition et de circonstances, mais dans une mesure plus grande au fait d'avoir été moins la favorite de cette tante, moins flattée et moins gâtée. Sa beauté et ses talents n'avaient obtenu qu'une seconde place. Elle s'était habituée à se croire un peu inférieure à Marie. Son caractère était naturellement le plus facile des deux. Ses sentiments, quoique vifs, étaient plus faciles à maîtriser, et son éducation ne lui avait pas donné à un degré aussi nuisible le sens de son importance personnelle. Elle s'était soumise facilement au désappointement que lui avait causé Henry Crawford. Après la première amertume d'avoir été dédaignée, elle s'était assez rapidement habituée à ne plus penser à lui, et quand ils eurent fait de nouvelles relations en ville, et que la maison de M. Rushworth devint le but de Crawford, elle avait eu le mérite de s'en éloigner et de choisir ce moment pour visiter d'autres de ses amis, de manière à ne pas être trop attirée de nouveau par lui. Ceci avait été le motif de sa visite à ses cousins. Le désir de plaire à M. Yates n'avait rien à faire avec elle. Elle lui avait permis de lui payer quelques attentions, mais très peu avec l'idée de l'accepter. Et si la conduite de sa sœur n'avait pas été exposée aussi brusquement qu'elle le fut, et si la crainte de son père et de sa famille ne s'était pas accrue, alors qu'elle imaginait que la conséquence pour elle-même serait une plus grande sévérité de leur part, et ne l'avait fait brusquement se décider à éviter à tout prix de si immédiates horreurs, il est probable que M. Yates n'aurait jamais réussi. Elle ne s'était pas enfuie avec des sentiments pires que ceux d'une terreur égoïste. Cela lui apparaissait comme la seule chose à faire. La faute de Marie avait occasionné la folie de Julia. Henry Crawford, ruiné par une indépendance trop précoce et par le mauvais exemple familial, se plut un peu trop longtemps dans les frasques d'une vanité indifférente. Une fois, par hasard, elle l'avait placé sur le chemin du bonheur. S'il avait pu se satisfaire de la conquête des affections d'une femme aimable, s'il avait pu trouver assez d'exaltation et vaincre la répugnance de Fanny, en se forgeant un chemin vers son estime et sa tendresse, il aurait eu pour lui toute probabilité de succès et de félicité. Son affection avait déjà quelque chose. Son influence sur lui avait déjà causé quelque influence sur elle. S'il avait pu mériter davantage, il n'y a pas de doute qu'il ne l'eût obtenu, spécialement lorsque ce mariage aurait eu lieu, qui lui aurait donné l'assistance de sa conscience en subjuguant sa première inclination et en les mettant souvent en présence. S'il avait persévéré, et cela avec droiture, Fanny aurait été sa récompense, et une récompense accordée très volontiers, lorsqu'un temps raisonnable se fut écoulé après le mariage d'Edmond et de Marie. Eût-il agi ainsi, qu'il en avait l'intention, et comme il savait qu'il le devait, en allant à Everingham après son retour de Portsmouth, il aurait pu décider lui-même de son heureuse destinée. Mais il fut engagé à rester pour la réunion de madame Fraser. Son délai était fait de suffisances vaniteuses, et il devait y rencontrer madame Rushworth. La curiosité et la vanité étaient toutes deux en cause, et la tentation d'un plaisir immédiat fut trop forte pour un cerveau qui n'était pas habitué
à faire un sacrifice au devoir. Il résolut de remettre son voyage à Norfolk, décidant qu'écrire serait aussi bien, ou que son but n'avait pas d'importance, et resta. Il rencontra madame Rushworth, fut reçu par elle avec une froideur qui eût dû être désagréable et qui aurait dû mettre entre eux une indifférence apparente pour toujours. Mais il se sentit blessé. Il ne pouvait supporter d'être rejeté par la femme dont il commandait les sourires. Il se devait de subjuguer un aussi fier ressentiment. C'était de la colère à cause de Fanny. Il devait vaincre et faire de madame Rushworth une Marie Bertram dans sa conduite envers lui. C'est dans cet état d'esprit qu'il déclencha l'attaque, et par une persévérance animée, il eut vite rétabli l'échange familier de galanterie et de flirt qui limitait ses vues. Mais en triomphant de la discrétion, qui, bien qu'elle ne fût pas sans colère, aurait pu les sauver tous deux, il s'était placé sous le coup de ses sentiments à elle, plus forts qu'il ne les avait supposés. Elle l'aimait. Il n'y avait pas moyen de lui refuser des attentions qu'elle avouait lui être chères. Il s'était embrouillé par sa propre vanité, avec aussi peu d'excuses que possible, et sans aucune constance d'esprit envers sa cousine. Empêcher que Fanny et les Bertram ne sachent ce qui se passait devint sa première pensée. Le secret n'était pas moins désirable pour la réputation de madame Rushworth que pour la sienne. Quand il revint de Richmond, il aurait été heureux de ne plus voir madame Rushworth. Tout ce qui suivit fut le résultat de son imprudence, et il s'en alla avec elle à la fin, parce qu'il ne pouvait faire autrement, regrettant Fanny, même à ce moment, mais la regrettant encore infiniment davantage lorsque toute l'agitation de l'intrigue se fut calmée et que quelques mois lui eurent enseigné, par la loi des contrastes, à trouver encore plus de valeur à sa douceur de caractère, à la pureté de son esprit et à l'excellence de ses principes. Que le châtiment public de la disgrâce, s'attacha dans une juste mesure à sa part de la faute, n'est pas, nous le savons, une de ces protections que la société donne à la vertu. En ce monde, la peine est moins bien ajustée qu'on ne pourrait le désirer, mais sans vouloir obtenir un meilleur ajustement à l'avenir, nous pouvons considérer qu'un homme d'un jugement comme Henry Crawford se soit pourvu d'une part non négligeable de vexation et de remords, vexation qui se muait parfois en reproche personnel et d'un remords qui se changeait en misère. En ayant ainsi répondu à l'hospitalité, en ayant blessé la paix familiale, perdu sa meilleure, sa plus estimable et sa plus chère connaissance, et perdu ainsi la femme qu'il avait à la fois raisonnablement et passionnément aimée. Après ce qui s'était passé et qui divisait les deux familles, le séjour des Bertram et des Grant dans le même voisinage aurait été des plus pénibles, mais l'absence des seconds, prolongée à dessein de quelques mois, se termina fort heureusement par la nécessité, ou du moins la facilité d'un départ brusque. Le docteur Grant, par une voie dans laquelle il avait presque perdu tout espoir, obtint une stalle à Westminster, ce qui lui fournit une occasion de quitter Mansfield, une excuse pour habiter Londres et un accroissement de revenus pour parer aux dépenses du changement, et qui était très acceptable par ceux qui partaient et par ceux qui restaient. Madame Grant, qui possédait un caractère aimant et aimable, quitta avec quelques regrets les scènes et les gens auxquels elle s'était accoutumée. Mais son caractère heureux devait, en n'importe quel endroit et en n'importe quelle société, lui procurer beaucoup de jouissances, et elle avait de nouveau un toit à offrir à Marie. Et celle-ci s'était assez fatiguée de ses amis, de la vanité, de l'ambition, de l'amour et du désappointement dans le cours des derniers 6 mois pour avoir besoin de la vraie bonté de cœur de sa sœur et de la tranquillité raisonnable de sa vie. Elles vécurent ensemble, et quand le docteur Grant mourut d'une apoplexie causée par 3 grands dîners universitaires ayant lieu la même semaine, elles continuèrent à vivre ensemble, car Marie, quoique parfaitement résolue à ne plus s'attacher à nouveau à un frère plus jeune, mit du temps à trouver parmi les brillants représentants ou les oisifs héritiers présomptifs, qui étaient au pied de sa beauté et des 20 000 livres, quelqu'un dont le caractère et les manières puissent satisfaire le meilleur goût qu'elle avait acquis à Mansfield, et qui pût autoriser l'espoir d'une félicité familiale qu'elle avait appris à y estimer, ou qui puisse chasser suffisamment de sa tête Edmond Bertram.
Edmond avait sur elle l'avantage en ce domaine. Il n'avait pas à attendre et à désirer un objet digne de lui succéder. À peine avait-il fini de regretter Mary Crawford et d'avoir fait remarquer à Fanny combien il était impossible qu'il puisse rencontrer une telle autre femme, qu'il fut frappé par l'idée qu'une autre femme pourrait aussi bien lui convenir, ou même mieux. Que Fanny elle-même lui était devenue aussi chère, aussi important pour lui tous ses sourires, et dans toutes ses façons de faire, que Mary Crawford l'ait jamais été, et que ce n'était pas une entreprise impossible, sans espoir, de lui persuader que sa chaude et fraternelle estime pour lui ne soit une base suffisante pour un mariage d'amour. Je m'abstiens à dessein de fixer des dates à cette occasion, de façon que chacun puisse fixer la sienne, sachant bien que la cure de passions ingouvernables et le transfert d'attachements inaltérables doit varier quant au temps d'un individu à l'autre. Je demande seulement à tous de croire qu'exactement au moment où il était naturel qu'il en soit ainsi, et pas une semaine avant, Edmond renonça à mademoiselle Crawford et commença à désirer épouser Fanny avec autant de gravité que Fanny pouvait le désirer. Avec une telle estime pour elle, en effet, comme avait été la sienne depuis longtemps, estime basée sur les droits les plus attachants de l'innocence et de la faiblesse, qui ne cessait d'augmenter, le changement pouvait-il être plus naturel? L'aimant, la guidant, la protégeant, comme il l'avait fait toujours depuis qu'elle avait 10 ans, son intelligence formée en grande partie par ses soins et son confort dépendant de sa bonté, qu'y avait-il à ajouter pour qu'il apprenne à préférer de clairs yeux doux à d'étincelants yeux noirs? Étant toujours avec elle et lui parlant toujours confidentiellement, et ses sentiments étant toujours dans cet état favorable que donne un désappointement récent, ses clairs yeux doux ne furent pas longs à obtenir la préférence. S'étant donc mis en route et sentant qu'il était parti sur le chemin du bonheur, il n'y avait rien du côté de la prudence qui pût l'arrêter ou retarder son progrès. Aucun doute de son mérite, aucune crainte d'opposition de goût, aucun besoin de chercher de l'espoir, aucune crainte de dissentiment. Son intelligence, ses dispositions, ses opinions et ses habitudes n'avaient besoin d'aucune dissimulation, d'aucune déception à présent, d'aucune assurance d'amélioration à l'avenir. Même au milieu de sa dernière aventure, il avait admis la supériorité d'esprit de Fanny. Quelle devait donc être son opinion à présent? Elle était évidemment trop bien pour lui. Mais comme personne ne regrette d'avoir ce qui lui est bon, il persistait dans la poursuite de cette aubaine, et il n'était pas possible que de l'encouragement de sa part fût long à se faire attendre. Timide, anxieuse, hésitante comme elle l'était, il était encore possible que sa tendresse lui fît douter parfois de sa plus grande chance de succès, quoiqu'une période ultérieure dût lui apprendre la vérité délicieuse et étonnante. Son bonheur de se savoir depuis si longtemps l'aimé d'un tel cœur était une garantie suffisante de sa force d'expression quand il lui en parlait. Ce devait être un délicieux bonheur. Mais il y avait du bonheur ailleurs que nulle déception ne pouvait atteindre, que personne ne croit pouvoir rendre les sentiments d'une jeune femme lorsqu'elle reçoit l'assurance de l'affection dont elle se permettait à peine d'entretenir l'espoir. Leurs propres inclinations assurées, il n'y avait aucune difficulté, aucun empêchement de pauvreté ou de parenté. C'était une union telle qu'elle dépassait même les désirs de sir Thomas. Écœuré des mariages ambitieux ou mercenaires, prisant de plus en plus le bien pur du principe et du caractère, et anxieux avant tout de nouer par les liens les plus sûrs tout ce qui lui restait de félicité domestique, il avait réfléchi avec une véritable satisfaction à la probabilité presque certaine que les deux jeunes amis ne trouvent leur consolation l'un chez l'autre du désappointement qu'ils avaient eu. Et le consentement joyeux qui avait répondu à l'application d'Edmond, le sentiment très vif d'avoir réalisé une grande acquisition dans la promesse de Fanny de devenir sa fille, faisait un grand contraste avec son opinion sur ce sujet à l'arrivée de la pauvre petite fille, telle que le temps produit continuellement entre les plans et les décisions des mortels, pour leur instruction et pour l'amusement de leurs voisins. Fanny était vraiment la fille qu'il désirait. Sa charitable bonté lui avait procuré un réconfort de choix. Sa libéralité avait été largement récompensée
et la bonté continuelle de ses intentions à son égard le méritaient. Il aurait pu rendre sa jeunesse plus heureuse, mais c'était une erreur de jugement qui l'avait fait paraître dur et l'avait privé de son premier amour. Et maintenant, se connaissant vraiment, leur attachement mutuel devint très fort. Après l'avoir établi à Thornton Lacey avec toutes les plus gentilles attentions pour son confort, son but de presque chaque jour était de l'y voir ou de l'en arracher. Égoïstement chère comme elle l'avait été longtemps à Lady Bertram, elle ne pouvait être quittée volontiers par elle. Le bonheur de son fils ou de sa nièce ne pouvait lui faire désirer ce mariage. Mais il lui était possible de se séparer d'elle, puisque Suzanne restait pour la remplacer. Suzanne devenait la nièce définitive, enchantée de l'être, et aussi bien adaptée à cet emploi par une présence d'esprit et un penchant à être utile que Fanny par la douceur de son caractère et ses forts sentiments de gratitude. Lady Bertram ne pouvait se passer d'elle. D'abord comme réconfort comme Fanny, puis comme auxiliaire, et enfin comme son double. Elle était, selon toute apparence, établie à Mansfield pour toujours. Sa disposition moins timide et ses nerfs plus stables lui rendaient toute chose facile. Rapide à comprendre l'humeur de ceux avec lesquels elle était en rapport, et n'étant pas suffisamment timide pour ne pouvoir satisfaire un désir de quelque importance, elle fut vite la bienvenue et fut utile à tous. Et après le départ de Fanny, lui succéda tout naturellement, au point de devenir graduellement, peut-être, la plus chérie des deux. Dans son utilité, dans l'excellence de Fanny, dans la bonne conduite continue de William, et dans sa réputation croissante, et dans le succès des autres membres de la famille, chacun assistant l'autre dans son avancement et lui faisant crédit pour son aide, Sir Thomas vit une raison répétée, et pour toujours répétée, de se réjouir de ce qu'il avait fait pour chacun d'eux, admit les avantages d'un début difficile et de la discipline, et eut conscience que l'on essaie pour lutter et vaincre. Avec tant de mérite et de véritable amour, et sans privation de fortune ou d'amis, le bonheur des cousins mariés semble être aussi assuré qu'un bonheur terrestre puisse l'être. Également préparés à la vie de famille et attachés au plaisir de la campagne, leur maison était celle de l'affection et du confort. Et pour compléter leur bonheur, l'acquisition de la chaire de Mansfield, libérée par la mort du docteur Grant, eut lieu juste au moment où ils avaient été mariés, depuis assez longtemps, pour désirer un accroissement de leurs revenus, et trouver trop lointaine la maison paternelle. À cette occasion, ils allèrent vivre à Mansfield, et le presbytère, dont Fanny n'avait jamais pu approcher sous l'occupation de ses deux précédents propriétaires, sans une sensation pénible de crainte ou d'alarme, devint vite cher à son cœur, et aussi parfait à ses yeux que tout ce qui était en vue et sous le patronage de Mansfield Park avait été depuis longtemps.